Bonjour, c'est Sekou Koulibaly. Vous êtes directeur exécutif de Sekbi Bogolan. Merci d'être Bonjour, avec nous sur ce plateau. Vous merci. avez assisté ce matin à la scène Inspire. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? J'ai été interpellé par certains des discours liés au financement de l'entrepreneuriat. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'on soit concentré sur la transformation et des industries créatives et qu'on parle aussi d'investissement dans la culture. Et vu que c'est mon domaine, je trouvais que ça pertinent. Et justement, votre domaine, eh bien, c'est le bogolan, cette technique traditionnelle de bricolage et d'impression textile. Vous, vous êtes inspiré du bogolan pour créer Sekbi Bogolan et c'est une activité aujourd'hui qui est implantée tout récemment en France, au Ghana, mais aussi à Maurice. Vous nous en dites plus? Alors, pour apporter une précision, je vais dire qu'on est, au-delà du Bogolan, on est une marque de luxe durable. On a été créé à Maurice parce que c'est là qu'il y a le plus gros pôle industriel de textile. Donc on travaille avec les principales usines qui fabriquent pour Lacoste, fabriquent pour Armani et qui fabriquent aussi pour Hugo Boss et Hackett. Et donc on essaie de se positionner dans un créneau qualité, luxe durable, donc avec des fabriques, on va dire, éco-friendly. Et donc, on a commencé ce travail-là au Ghana. Pourquoi? Parce que j'y étais avant comme directeur général du groupe L'Oréal pour l'Afrique de l'Ouest. 16 ans chez L'Oréal. 16 ans chez L'Oréal, exactement. Donc bon, j'y avais déjà ma famille et puis le Ghana est entre les pays francophones. Donc on a l'impression d'être quand même au centre de l'Afrique de l'Ouest. Et grâce à l'aide du ministre de l'Industrie, voilà, nous avons pu enregistrer notre entité légale là-bas. Et au niveau de la France, vu que je suis aussi de nationalité française, nous avons ouvert une entité légale de distribution à Paris il y a quelques semaines, parce que les marchés que l'on cible sont les États-Unis et l'Europe. Vous parlez de durabilité. Le luxe durable, Oui. En quelques mots, c'est quoi exactement? Pour nous, le luxe durable, c'est tout ce qui est, on va dire, produit de qualité, mais avec pour conscience l'environnement. Donc, lorsqu'on parle des valeurs de l'entreprise que nous avons créée, on se concentre sur le design, le style, parce qu'on parle quand même de la mode, donc c'est très important. L'héritage, donc un héritage africain, donc on est ancré là-dessus, d'où le Bogolan. Donc c'est même l'héritage de Chris Seydou, qui était un designer qui avait commencé à vouloir internationaliser le Bogolan, que l'on suit. Et en troisième lieu, ce qu'on appelle en anglais consciousness, donc tout ce qui est éthique et intègre, parce qu'on a envie de réussir financièrement, mais dans le long terme, et en se disant qu'on a un impact positif sur notre environnement. Alors, il y a la question du financement aussi, pour pouvoir financer eh bien, ce luxe durable et l'ancrer dans le continent. Est-ce qu'un événement comme celui-ci peut être l'occasion justement de connecter avec de potentiels investisseurs, partenaires? Je l'espère. Je l'espère. L'idée, en fait, de notre présence ici, au-delà des discours et des points de vue, c'est vraiment des rencontres sérieuses, des rencontres solides, parce que pour arriver à la croissance que nous cherchons et à se développer au niveau de l'international, il va falloir des partenaires qui ont la même vision long terme et qui croient en la culture et qui croient, on va dire, à cet héritage. Merci beaucoup, Sekou Koulibaly. Merci Je infiniment. rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Sekbi Bogolan. On vous souhaite plein de succès et une belle journée. Merci justement infiniment. Sur l'événement. C'était un plaisir. Merci. Bonjour Brice Ludunion, vous êtes Managing Director de Emerging Capitals Partners. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, bonjour madame. Alors, vous allez nous présenter en quelques mots votre groupe et votre présence ici sur cet événement BPI France. D'accord, nous sommes Emerging Capital Partners, un gérant de fonds d'investissement qui est présent sur le continent depuis une vingtaine d'années, dédié exclusivement à l'investissement en Afrique. Et donc, évidemment, tout ce qui a trait à l'investissement nous intéresse et d'où notre présence aujourd'hui à cette conférence. Et quels sont justement vos intérêts dans la sous-région? On sait que l'UMOA est une région dynamique. Comment est-ce que votre groupe perçoit la dynamique de la région? Alors, on est très intéressé par tout ce qui est services financiers, donc dans le domaine bancaire. On est également intéressé par tout ce qui est infrastructure, énergie, eau. Et on a un intérêt aussi qui est peut-être plus réduit, mais qui est quand même important dans l'éducation. Donc sur ces trois sujets-là, on est très présent. Et pourquoi particulièrement ces trois sujets?
Ben, l'énergie, les infrastructures, c'est ce qui permet d'accélérer le développement. Donc effectivement, il y a de nombreuses opportunités. Les services financiers, c'est des services essentiels pour la vie des populations. Et l'éducation, je pense que on connaît tous l'importance de la jeunesse sur le continent et on pense qu'il y a un rôle à jouer pour la mettre à niveau en termes de compétences pour bénéficier des opportunités qui existent sur le continent. Alors, quelles sont les tendances, selon votre groupe, qui se dressent pour les grands secteurs d'avenir, par exemple ? Alors aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que la technologie devient un élément déterminant. Tout ce qui est digital, on le voit dans les services bancaires avec la digitalisation des paiements. On le voit sur tout ce qui est fintech. On le voit dans l'éducation avec l'éducation à distance. On le voit sur le paiement des factures d'eau et d'électricité. Donc le digital est partout. Donc on pense que c'est un secteur qui va attirer de plus en plus d'investissements et qui peut accélérer le développement sur le continent. Et comment on fait justement pour donner la confiance aux investisseurs d'investir sur le continent où parfois on est encore un peu frileux dans ces domaines-là ? Alors nous, on est présents sur le continent depuis 20 ans. On a fait près d'une centaine d'investissements, on a fait une soixantaine de sorties. Donc on a un historique pour montrer qu'on peut gagner de l'argent sur le continent en créant de la valeur pour les populations, la valeur pour les investisseurs. Donc il n'y a pas meilleur exemple que de montrer des résultats probants. Pour vous, un événement comme celui-ci, qu'est-ce qu'il peut apporter justement sur cette capacité à investir, à entreprendre et à trouver des partenaires sur le continent ? Mais je pense que ça peut être un carrefour de rencontres pour montrer tout ce qui se passe sur le continent. Il y a parfois une communication qui est amplifiée sur les mauvaises nouvelles, mais il est important qu'il y ait de ce type d'événements pour mettre en lumière aussi les avancées remarquables qu'on peut observer sur le continent. Merci beaucoup Brice Ludunion. Je rappelle que vous êtes Managing Director Emerging Capitals Partner. Merci beaucoup. Je vous souhaite de profiter encore de toutes les activités qu'on a sur cet événement BPI France. Merci. Merci beaucoup madame. Bonjour, Jean-Christophe Ragny, vous êtes directeur général de la société Ragny qui fabrique des solutions d'éclairage public. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire, c'est bien ça ? Tout à fait. Pour un événement exceptionnel qui est celui de Inspire Connect ici. Vous avez assisté justement à la scène Inspire ce matin. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Tout à fait. Alors, ce qui est surtout important pour nous, entrepreneurs français, en fait, c'est de se dire qu'il y a une belle synergie aujourd'hui sur le continent africain. On voit beaucoup de dynamisme sur le pays de la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Nous, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur le continent africain, mais on l'a fait peut-être de façon un petit peu plus sporadique, avec des petits contrats, des petits projets, et on essaie de s'impliquer de plus en plus dans la vie des projets africains, en essayant de développer des projets d'un peu plus grandes envergures, on va dire. Éventuellement des projets en Côte d'Ivoire aussi ? Oui, il y a des choses qui se discutent. On a collaboré, on a été certifié par les organismes comme la CI Énergie ou la CIE. On travaille en collaboration avec eux pour essayer justement d'appliquer certains produits de qualité sur le marché, qui est dans l'éclairage public avec des lumières LED, des solutions innovantes, connectées, et aussi avec des produits d'éclairage public solaire. Quelles ont été vos premières motivations vous êtes basé en France, donc, pour venir travailler sur le continent africain ? Vous êtes dans d'autres pays, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Alors, on a commencé il y a de nombreuses années sur l'Afrique du Nord, beaucoup le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et puis ensuite des opportunités sur la CEMAC, et puis la zone de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA, qui s'est énormément développée avec de beaux projets sur le Sénégal, sur le Mali, sur le Niger, le Bénin, etc. Donc forcément, on essaie de se développer au fur et à mesure et d'accompagner un petit peu nos clients. Et donc la motivation, qu'est-ce qui vous a amené à venir sur le continent ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Je pense qu'il y a tout à construire, il y a beaucoup à partager, beaucoup à échanger. C'est une source de développement pour nos entreprises. Et puis, il est évident qu'aujourd'hui, sur le continent africain, de par la possibilité avec l'éclairage solaire, par exemple, d'avoir une fourniture d'énergie assez importante avec le soleil aujourd'hui, on arrive à développer notre activité sur des endroits où il y a des problèmes de délestage, problèmes électriques, et donc nous permet permettre de donner de la lumière, de la sécurité et d'accompagner en fait les populations locales.
Alors pour une entreprise comme la vôtre, les défis sont différents que ceux que vous pouvez rencontrer en France. Comment est-ce que vous avez géré justement cette transition ? Je pense qu'en fait le modèle du business est toujours un petit peu le même. Il faut être proche en fin de compte des instances. Il faut être proche du marché local. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut être présent. Il faut s'entourer en fait de partenaires. Donc ça peut être par le biais uniquement d'installateurs ou de clients finaux qui veulent nous acheter nos produits, ou ça peut être aussi par le biais de groupements d'entreprises. Et de plus en plus avec des entreprises locales qui nous accompagnent et qui deviennent l'expertise en fin de compte de nos solutions. Donc il y a un accompagnement aussi au niveau de la formation Tout à de fait. compétences locales, c'est Oui, ça ? le transfert de know-how est de plus en plus important. Peut-être de nombreuses années en arrière, on vendait nos solutions, on disparaissait un petit peu. Enfin, c'est peut-être l'erreur que beaucoup d'entreprises ont faite. Nous, depuis longtemps, on essaie de s'instaurer sur la durée. Et donc, venir ici, c'est essayer de durer le plus longtemps possible et d'accompagner, en fin de compte, de pouvoir recruter localement et d'essayer de développer notre activité. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire. Vos impressions à la fois sur cette première visite et aussi cette journée aujourd'hui où vous pouvez connecter avec de potentiels partenaires ? La première impression, elle est plutôt très bonne. Un pays très accueillant. Je trouve beaucoup d'organisation, une structure. J'en ai vu d'autres de pays d'Afrique avant, des fois un peu plus compliqués. Mais la Côte d'Ivoire est assez surpris et agréablement surpris par l'environnement et la façon dans la ville d'Abidjan. En tout cas, j'ai vu que ça pour l'instant est géré et c'est assez agréable de voir tout ça. Merci beaucoup Jean-Christophe Ragny d'avoir Avec grand été plaisir. avec nous sur ce plateau et on vous souhaite une bonne suite des programmes sur l'événement BPI France. Merci beaucoup. Christophe Charlet, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur du département export Baudin-Châteauneuf, qui est une entreprise française de produits manufacturés et travaux publics qui est basée à Châteauneuf-sur-Loire, une entreprise de 100 ans. C'est ce que vous me disiez. C'est une entreprise qui a été amenée à chercher des marchés en Afrique, notamment. Oui, exactement. Donc, Baudin-Châteauneuf, comme vous l'avez dit, est une entreprise centenaire. C'est un groupe indépendant, familial, et qui est spécialisé dans la construction métallique, donc de bâtiments ou d'ouvrages d'art. Donc, c'est une entreprise qui est très bien établie en France, avec de nombreuses références d'ouvrages, de bâtiments, et qui cherche depuis quelques années à se développer à l'étranger, et plus particulièrement en Afrique francophone. Alors justement, cette venue en Afrique francophone, pour vous, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous illustrer un petit peu comment elle se concrétise ? Vous êtes où ? Vous Oui. êtes présent où ? Oui, alors si vous voulez, on a ciblé l'Afrique francophone puisque c'était pour nous les marchés les plus abordables venant de France. Et ensuite, on a cherché les clés pour rentrer sur le marché africain. Donc comme toute entreprise, il y a plusieurs façons de rentrer sur le marché africain. Ça peut être sur les marchés publics en répondant aux appels d'offres, ça peut être les marchés privés. Et on a trouvé aussi une façon de rentrer sur les marchés africains à travers les projets financés, à travers l'apport de projets financés, ce qu'on appelle les crédits acheteurs. Et sur la Côte d'Ivoire, on est en train de finir notre premier crédit acheteur en groupement avec d'autres entreprises. C'est le stade de Yamoussoukro qui va être livré d'ici quelques semaines au ministère des Sports ivoirien. Justement, l'intérêt de monter des projets financés pour des entreprises de taille intermédiaire industrielle, est-ce que ça a été un obstacle ? Est-ce que ça a été un défi particulier pour Baudin-Châteauneuf, par exemple ? Alors si vous voulez, sur le papier, c'est très séduisant puisque les ETI industriels ont des produits donc manufacturés, donc une forte part française dans les projets qui sont amenés à financer. Et donc on est tout à fait dans la cible de BPI puisque c'est BPI qui finance. Après, il faut savoir que derrière, c'est un petit peu un parcours d'obstacles pour plusieurs raisons. Un, il y a énormément d'interlocuteurs dans la boucle, à savoir donc, le ministère client, le ministère des Finances ivoirien. Il y a également BPI et la banque qui va amener les fonds. Et ensuite, c'est un parcours du combattant puisqu'on est soumis à tout un tas de contraintes, de contraintes environnementales, de contraintes techniques. Et donc, c'est très très long à monter, mais ça nous permet de pouvoir fournir en Afrique nos produits manufacturés. Voilà.
Vous êtes présent aujourd'hui sur cet événement BPI, justement, vous disiez qu'il vous accompagne. Comment est-ce que vous avez trouvé la scène ce matin? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Oui, c'était très très intéressant. En fait, dans le cadre de mes fonctions, c'est essentiellement des fonctions de développement. Et la plupart du temps, c'est un métier qui est quand même très solitaire. Et là, en fait, des événements comme celui qu'on vient de vivre ce matin, c'est très intéressant puisqu'on voit d'autres gens qui sont confrontés exactement aux mêmes difficultés. On voit des entreprises qui ont pris des options différentes, qui ont trouvé d'autres solutions. Et donc, ça nous donne un petit peu d'auteur de vue et ça nous permet de corriger le tir si on s'est trompé ou alors de confirmer qu'on a fait les bons choix. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous avez un exemple concret, par exemple, de choses qui vous ont spécifiquement marqué ce matin? Alors, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est... en tant que Français, parfois, on a tendance peut-être à sous-estimer l'entrepreneuriat ivoirien, l'entrepreneuriat local. On a tendance des fois à préférer envoyer des expatriés français. Et quand on voit ce qu'on a vu ce matin, franchement, ça donne beaucoup, ça donne vraiment envie de faire travailler les jeunes Ivoiriens ou moins jeunes. On voit que ce sont des gens qui sont motivés, qui sont compétents et qui sont probablement dans le vrai. Merci beaucoup Christophe Charlet et bonne suite sur l'événement BPI. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà sur le direct du plateau télé avec Philippe Doiselet. Bonjour Philippe. Bonjour Pedro. Merci d'être avec nous. Nous allons parler tourisme pour cette séquence. Nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes un des plus grands connaisseurs français et pour l'anecdote, nous avons construit avec le gouvernement français un plan de soutien à la filière de tourisme sur la base de vos travaux. Et merci encore, j'en profite, puisque nous sommes en direct pour vous remercier de cet engagement. Grâce à vous, nous avons soutenu une filière qui a beaucoup souffert, comme ici en Côte d'Ivoire, de la situation sanitaire. Alors si nous sommes là aujourd'hui avec vous, c'est pour parler de tourisme sur le continent africain, en particulier en Côte d'Ivoire. C'est une filière avec un potentiel immense, avec des attentes très très importantes, tant pour une clientèle internationale que pour une clientèle locale et domestique. Vous qui analysez d'ailleurs cette filière, qui en connaissez bien les enjeux, et ça depuis des décennies, sur des marchés très nombreux d'ailleurs, pas que en Afrique et en France, vous avez une analyse qui est assez précise. D'ailleurs, je crois, vous avez produit une étude assez récemment qui définit un certain nombre d'analyses, de critères sur l'état du marché et sur ses perspectives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai. On a engagé un travail de prospective et d'ailleurs, c'est à mon tour de remercier BPI France qui a été un petit peu à l'origine de cette idée puisque nous avons travaillé, vous l'avez rappelé, au déploiement de scénarios de rebond sur notre secteur qui a connu une crise absolument inédite. Et évidemment, il s'agissait une fois d'avoir imaginé quel était l'horizon temporel de rebond, mettons 2023-24, date qui fait consensus aujourd'hui, qui était assez imprédictible à l'époque, de redévelopper autour d'un certain nombre de thématiques les paris gagnants pour le rebond du tourisme à l'échelle domestique et internationale. Sur l'Afrique, il était impensable de ne pas aborder la question d'un rebond du tourisme africain ou bien même d'un nouveau tourisme africain. On connaît le tourisme africain sous l'angle des marchés de proximité s'entend de l'Europe et notamment l'Afrique du Nord. On connaît des grands pays touristiques, le Maroc, l'Égypte, des pays à peu près 10 millions de touristes. On imagine moins que certains pays qui sont pourtant très présents dans l'imaginaire touristique, comme l'île Maurice ou le Kenya, sont des pays qui accueillent moins de 2 millions de touristes par an. La Côte d'Ivoire a cette particularité d'être dans une situation un petit peu intermédiaire, autour de 3 millions d'arrivées par an, avec un mix de clientèle qui comprend à la fois des touristes, mais qui comprend aussi toute la diaspora ivoirienne et également du tourisme d'affaires. Alors Philippe, on a beaucoup d'entrepreneurs qui découvrent ici cet écosystème, cette région, ce pays, et qui pensent, et qui espèrent d'ailleurs, y trouver un potentiel de partage de cette expérience du tourisme, qui est d'ailleurs un des assets importants de l'économie française. Quels seraient les facteurs clés de succès ou la secret sauce selon vous
pour réussir à développer des projets dans la filière du tourisme ici en Côte d'Ivoire? Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler la nécessité de partenariats public-privé. Par contre, je vais vous dire pourquoi dans le secteur du tourisme. Il y a une question foncière qui se pose dès qu'on veut développer le tourisme à grande échelle. Ça suppose de maîtriser des étendues importantes de foncier qui posent un certain nombre de difficultés liées à des titrisations qui sont parfois pas tout à fait précises et donc à une question d'acquisition foncière et de développement d'infrastructures. Ça, c'est le premier point, je dirais que c'est le socle, c'est la base. C'est pour ça que nous accompagnons au quotidien des grandes sociétés d'aménagement touristique, comme par exemple la SAPCO au Sénégal, qui a pour objet de développer notamment le tourisme balnéaire. Une fois la question du foncier réglée, il y a la question évidemment du business model. Le business model, c'est une question de résilience, c'est une question de couverture de risque et c'est une question de conviction. Conviction de qui? Conviction des banques. C'est pour ça aussi que nous sommes partenaires de beaucoup d'institutions financières, que ce soit IFC World Bank, que ce soit d'autres sur le continent, pour développer des business models résilients en termes de business plan et ensuite de les activer. Philippe, malheureusement le temps est très très court, on aimerait tirer sur la ficelle pour en savoir encore beaucoup plus. Je crois que vous avez donc publié une large partie de ces études et de ces analyses. Est-ce qu'on peut retrouver ces travaux et où est-ce que les entrepreneurs qui s'intéressent à la filière peuvent vous trouver, vous, pour construire ces projets? Alors, nous sommes sur voltaire-consulting.com qui est notre site internet sur lequel vous trouverez tous les éléments téléchargeables, notamment sur l'hôtellerie de demain et sur le futur du tourisme en Afrique, où je reprends un certain nombre de thématiques que j'ai un petit peu esquissées ici. Formidable. Merci pour votre engagement, Philippe, historique aux côtés de BPI France, tant en France avec la Banque du Tourisme que nous incarnons sur les régions françaises qu'à l'international. Le tourisme français peut s'exprimer, il s'exprimera grâce à vous. Philippe, merci. Merci. Rebonjour Papa Amadou Sarr, vous êtes ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal. Vous étiez un peu plus tôt sur ce plateau avec nous. Et en face de vous, nous avons Steven Bedi, vous êtes PDG de Panelis Cash et vous êtes aussi président de CI20. Vous avez assisté justement à la scène Inspire ce matin où vous interveniez justement, Monsieur le Ministre. Est-ce que, Steven, il y a des choses qui vous ont inspiré justement? Oui, il y a des choses qui nous ont inspirés. On a vu qu'il y avait une volonté justement des autorités de faire une coopération gagnant-gagnant justement pour propulser vraiment l'entrepreneuriat et en particulier l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire et dans notre zone. Papa Amadou Sarr, on sait, au-delà de l'ADER, que l'entrepreneuriat des jeunes, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, entre autres, encouragé cette aventure entrepreneuriale que Steven Bedi a embrassée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient justement cette motivation? Alors effectivement, nous avons accompagné le lancement de Côte d'Ivoire 20 avec le président Bedi, qui est un jeune entrepreneur tenace, courageux, qui a la volonté de réussir. Et ce jour-là, j'ai poussé, puisque dans ces derniers retranchements, le ministre ivoirien, mon homologue Mamadou Touré, pour lui dire il faut croire en cette jeunesse, il faut oser les accompagner, il faut mettre plus de ressources. Parce qu'il avait annoncé 500 millions, j'ai dit au moins 1 milliard. Parce que si le Sénégal a fait 3 milliards, la Côte d'Ivoire doit faire le double ou le triple. Pourquoi? Parce que j'ai, au cours de ces 3 dernières années de compagnonnage avec les entrepreneurs, les startups, les PME, compris qu'ils ont besoin, qu'ils et elles ont besoin d'accompagnement, de soutien financier, moral, technique, des fois même psychologique, parce que l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est dur, c'est des nuits blanches, c'est des craintes,
Et sans cet appui de l'État, je crois que les 100 000 entrepreneurs que nous avons accompagnés ne seraient pas là aujourd'hui. Certaines sont mortes lors de la Covid, mais certaines ont résisté, ont été résilientes grâce à cet accompagnement de l'État. Et c'est ce que je veux partager avec la Côte d'Ivoire, avec la Guinée déjà, avec le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Et justement, en Côte d'Ivoire, vous, Steven Bedi, vous êtes à la tête d'un collège de 15 entreprises innovantes, donc le CI20. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors le CI20, c'est un collège de 15 entreprises donc, de l'innovation. Mes camarades ont bien voulu que je les représente, donc je ne les dirige pas, je les représente pour mener à bien notre combat commun qui est l'accès au marché. Parce que nous, beaucoup de personnes parlent de financement, mais le territoire dans lequel nous évoluons nous a appris la résilience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je le disais sur scène tout à l'heure, l'accès au financement est secondaire pour nous. Ce que nous voulons d'abord, c'est un cadre réglementaire. Et ça, c'est le rôle de l'État. On n'attend pas de l'argent de l'État dans un premier temps, on attend d'abord un cadre réglementaire et ensuite l'accès au marché. Parce qu'aujourd'hui, nous savons faire des choses. Nous sommes pour la plupart dans le CI20 leaders dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'accès au marché, c'est ce qui pourrait faire décoller de façon pérenne nos entreprises. Et enfin, l'accès au financement viendrait consolider la croissance qu'on aurait eu grâce justement à ces marchés qu'on pourrait avoir. Mais est-ce que justement au niveau de la jeunesse, il n'y a pas un manque d'information où les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent innover, se disent d'abord non, il me faut le financement avant d'avoir accès au marché? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incompréhension? Alors nous, au niveau du CI20, on a pu se réunir plus simplement parce qu'on a quasiment la même histoire. C'est simple. Il y a 3 façons d'entreprendre. 1, entreprendre à 0 francs. C'est une théorie qu'il faudrait bien qu'on nous démontre. 2, entreprendre parce qu'on a l'expertise. C'est bien, ça me permet d'aller plus vite. 3, entreprendre parce qu'on en a la capacité, soit naturelle, soit dans la résilience. Donc, de ces 3 façons-là, je ne vois pas l'importance en fait d'avoir du financement. Il faut juste être déterminé. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça il faut le comprendre. Et nous, on dit souvent entre nous, l'entrepreneuriat, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas un plan B, c'est un plan A. On ne s'improvise pas médecin, on ne s'improvise pas pharmacien, il ne faut pas s'improviser entrepreneur. Et c'est ça que nous, on dit aux jeunes, avant même qu'ils essayent de produire justement ces entreprises-là. Et je finirai mon propos en disant, secondo, ce qui est très important, il ne faut pas demander à des ingénieurs qui ont créé quelque chose de devenir des PDG. On demande à des gens qui créent des business, qui ont une idée, qui font quelque chose, de devenir tout de suite des PDG. C'est pour ça que, comme disait mon aîné, il faut encadrer. Alors justement, Papa Amadou Sarr, encadrer, ça passe par des politiques, ça passe, vous le disiez un peu plus tôt sur la scène, par des partenariats privés-publics. Cette jeunesse que tout le monde a envie de séduire aujourd'hui, elle peut être actrice, elle est déjà actrice sur le développement et sur l'innovation. Comment on va plus loin? Encadrer, pour moi, c'est accompagner, faire du renforcement des capacités, faire de la formation, de la formalisation, ce qu'on appelle les 3 F, formation, formalisation, puis financement. Après, comme vous disiez tout à l'heure, l'État ne peut pas faire tout seul. On crée des synergies, des opportunités avec le privé, d'où le partenariat public-privé, les PPP. Par exemple, on dit qu'on va investir dans la société de Stéphane. L'État met un fonds de garantie de 1 million de dollars pour lever 3 à 5 millions avec le privé pour accompagner la boîte de Stephen qui va grandir, qui aussi va créer d'autres entreprises avec la sous-traitance, avec les marchés. C'est pour moi le cycle normal de l'évolution de l'accompagnement des TPE, PME et start-up africaines. Merci beaucoup. On va retenir qu'il faut être connecté entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous les pays africains, ainsi que tous les partenaires internationaux. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci, Tatiana. Merci.
Jobst von Kirchmann, merci. Vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Vous arrivez sur ce plateau d'Inspire Connect, très motivé, très heureux de ce que vous avez entendu ce matin lors de la séance Inspire. Alors, merci de m'accueillir ici. Ça m'a inspiré effectivement parce que je voulais d'abord développer un autre thème et ce matin, on a parlé de l'audace. Et puis je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça. Le message aux entrepreneurs, c'est ça. Et donc, je préfère de rester dans ces thèmes-là qui, à mon avis, est vraiment lié à l'événement. Alors justement, comment est-ce que l'Union européenne ose en Afrique? Comment est-ce que cette audace peut s'exprimer, notamment auprès de la jeunesse, auprès des femmes? Alors, la jeunesse ivoirienne, j'ai parcouru. Je suis allé un peu partout ici, à Korogo, à Odiéné, à Daloa. Et souvent, les jeunes m'ont dit, mais quand est-ce que vous allez construire une usine? Et puis, j'ai remarqué qu'il n'y a pas encore l'esprit entrepreneurial. Et donc, je pense parfois, les jeunes, ils sont l'audace, mais plus l'audace peut-être pour partir, pour ramasser l'argent, partir loin, sans avoir une idée où ils vont, que investir dans ce pays qui est retenu comme le pays avec le plus grand potentiel d'investissement en Afrique. Donc c'est fantastique. Et donc là, j'ai dit, on va mettre en place un système de micro-projets pour accompagner les jeunes qui ont des idées innovatives. Et ça, on a déjà fait une centaine de projets dans tout secteur. Et les femmes qui osent alors, comment est-ce que l'Union européenne, parce qu'elles sont quand même très présentes, les femmes qui osent, donc ces femmes africaines qui osent, comment est-ce que l'Union européenne peut les accompagner? Alors merci de soulever les femmes parce qu'on fait beaucoup pour les femmes et l'audace et l'appel à vouloir oser, je trouve c'est encore plus important pour les femmes qui sont souvent très très qualifiées mais qui ont des doutes ou des contraintes. Et donc j'ai fait vraiment un appel aux femmes d'oser et vraiment utiliser les multiples financements qu'on a mis en place pour l'autonomisation de la femme. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vraiment un appel parce qu'on souhaite qu'une femme est active en Côte d'Ivoire parce que vous savez comment la prospérité d'un pays, c'est en fait comme un avion qui a deux ailes. Oui. Une aile, c'est les hommes, mais l'autre aile, c'est les femmes. Il faut que ce soit équilibré. Sinon, l'avion ne peut pas voler, non? Effectivement. Alors, on a vu pour ce qu'on peut faire ici sur le continent, mais pour ces entreprises européennes qui ont envie de tenter l'aventure, qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie d'oser, comment est-ce qu'on les rassure sur un terrain inconnu? Comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on leur donne le goût d'investir dans une zone qui n'est pas leur zone de confort peut-être? Absolument. Donc, traditionnellement, ici, c'est un pays francophone. On avait vu plutôt des entreprises françaises, peut-être belges, qui viennent. Mais je suis très content parce que récemment, il y a beaucoup plus des entreprises d'autres pays aussi qui viennent. Et je crois qu'on commence à surmonter cet obstacle des langues, par exemple. Et nous, on organise cette année un grand forum des affaires qui est pour toutes les entreprises européennes où sur 2 jours, on va faire du B2B et montrer tous les instruments qui sont disponibles pour les accompagner. BPI France est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, souvent, les gens ne savent pas. Merci beaucoup, ambassadeur Jobst von Kirchmann, d'avoir été sur le plateau avec nous. Et on vous souhaite encore une jolie suite des programmes sur BPI France, Inspire and Connect. Merci à vous et bonne continuation. Grégoire Führer, vous êtes le cofondateur et directeur de Montreux Comedy Festival. Merci d'être avec nous et vous êtes Bonjour. accompagné par un talent, Oumar Mané, qui Merci. est un humoriste guinéen. La Guinée, l'Europe, les passerelles culturelles, elles se sont faites comment? En fait, moi j'ai rencontré Oumar au Cameroun et Oumar il a la particularité d'être à moitié suisse aussi comme moi. Et donc du coup, il voyage beaucoup dans l'Afrique. Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ses expériences. Il connaît l'Afrique, mais il connaît aussi l'Europe. Donc on arrive à échanger sur effectivement ce qui se fait de mieux des deux côtés
des deux côtés de la Méditerranée. Parfois, on parle de code culturel. Est-ce qu'il y a un code dans l'humour, justement, quand on veut traverser les frontières comme ça ? Ben oui, mais à la base, d'abord, l'humour est d'abord environnemental. Ce qui fait rire les gens à Abidjan ne fait pas forcément rire les gens en Suisse, par exemple. Mais tout est une question d'adaptation parce qu'on vit plus ou moins les mêmes réalités, mais à différents échelons. Du coup, le travail avec Grégoire, c'est de créer justement un pont entre l'Europe et ici. Et justement, Grégoire, comment est-ce que vous travaillez avec les artistes locaux, puisque vous essayez d'être un peu partout. Vous le disiez, par exemple, vous l'avez rencontré au Cameroun, on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous travaillez avec ces artistes, ces différents talents ? Déjà, on essaie de découvrir les gens qui ont quelque chose à raconter, qui ont une petite flamme dans les yeux. Et puis après, là, il y en a beaucoup en Afrique. C'est vraiment un pays d'humour. Et après, on travaille avec eux pour les former, leur donner en fait certains codes du métier. Le respect du timing, le fait d'écrire leur vanne avant de monter sur scène, le fait de faire le même spectacle tous les soirs, même s'il faut faire des petites adaptations. Et là, on a besoin de gens comme Oumar qui sont aussi des coachs et qui peuvent aussi montrer en fait aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est un métier, l'humour. C'est pas juste d'être drôle sur scène et puis de raconter des vannes et de faire rire ses parents, ses voisins, ses cousins. C'est vraiment un vrai métier. Et comme tous les métiers, il faut passer par une passe d'apprentissage. Donc nous, on amène ça et puis on espère que les gens en tirent le meilleur en fait. Et vous amenez ça jusqu'à des partenariats éventuellement avec eux ? Mais complètement, nous on a un lieu permanent en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Dikoko, qui est le premier café-théâtre d'Afrique francophone, qui est ouvert du mardi au dimanche toutes les semaines. Et puis on a créé une troupe avec une dizaine de jeunes qu'on va accompagner tout au long de l'année pour les aider à faire ce métier en fait. Alors justement, Oumar Mané, Grégoire Führer parlait de la formation, de faire réaliser aux talents jeunes, moins jeunes, que c'est un vrai métier. Exactement, mais comme il le disait tantôt, y a, par exemple ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents qui sont déjà dans le métier, mais qui malheureusement... Mais ça veut dire quoi concrètement, être dans le métier ? C'est se dire je peux aller sur une scène ? Non, qui sont déjà sur scène, qui sont déjà célèbres d'ailleurs. Je ne vais pas citer des noms, mais vous les connaissez tous, qui sont des amis aussi, qui ont énormément de talent, mais qui malheureusement n'ont peut-être pas eu la chance de passer par une école où il y a des vraies bases, parce que comme il le disait tantôt, c'est un vrai métier. Et comme tout métier, il faut avoir une bonne fondation, une bonne base pour pouvoir te réinventer, récréer, parce qu'on reste quand même dans le domaine de la création. L'arrivée de Grégoire Führer à Abidjan avec ce que représente Dikoko, comment est-ce que vous le percevez pour l'Afrique de l'Ouest ? Parce que ça peut avoir un rayonnement régional, un rayonnement même continental. Mais personnellement, moi je le prends comme un salut parce qu'on est dans ce métier en Afrique ici depuis longtemps, mais il n'y avait pas de vraies institutions ou de vraies plateformes où on pouvait aller. Tous les grands spectacles ivoiriens, par exemple, se font plus ou moins dans la même salle, c'est au Palais de la Culture. Sauf que le stand-up, la forme que nous faisons, il faut des petites salles, des laboratoires où on va travailler les sketchs, les améliorer pour peut-être plus tard faire un grand spectacle. Et lui, il vient, il nous offre cette plateforme et cet espace. Ça, c'est ce qui est énorme. J'aimerais bien que ce projet, par exemple, aille dans tous les pays en Afrique, pas qu'en Afrique de l'Ouest, pour qu'il y ait de plus en plus d'espaces comme ça, ou des endroits d'expression pour les artistes. En fait. Grégoire Führer, comment est-ce qu'on convainc de façon très sérieuse des investisseurs de nous suivre sur l'humour en Afrique ? C'est tout le challenge, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de trouver en fait des gens qui osent, c'est le thème de ce salon, oser investir sur l'humour. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a 20-30 ans en arrière, ça aurait été compliqué. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'investisseurs. Il y a souvent des gens qui sont plus jeunes, qui dirigent des fonds et qui aiment l'humour. Certains suivent les vidéos du Montreux Comédie sur Internet. Certains connaissent déjà les cafés-théâtres, les comédie clubs et ils vont comprendre déjà ce qu'on fait. Après, une fois qu'ils ont compris ce qu'on fait, il faut qu'ils osent investir parce qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, l'humour, ça s'exprime extrêmement bien sur le digital. Donc un humoriste aujourd'hui qui fait son spectacle peut se faire filmer, donc il peut créer un actif tangible, un actif qui est une bande vidéo, et il peut la diffuser sur tous les réseaux sociaux et la vendre en télévision, dans toutes les télévisions francophones qui sont intéressées par l'humour. Donc il y a un vrai business derrière l'humour. Et puis c'est en plus pour ceux qui investissent avec une vision un peu durable, avec une vision aussi de développement intelligent, chaque humoriste est une start-up.
chaque humoriste aujourd'hui a un écosystème autour de lui, son producteur, son agent, son caméraman, son directeur marketing. Et donc, investir sur un jeune humoriste aujourd'hui, c'est investir sur un écosystème qui va créer de la richesse pour l'ensemble d'une famille, de plusieurs familles, d'un village. Ça, c'est vraiment important. Alors, cet événement BPI est fait pour vous connecter justement avec ceux qui ont envie d'investir dans l'humour sur le continent. Merci à vous deux d'avoir été présents sur ce plateau et bonne suite des événements BPI France. Merci Omar d'être venu soutenir notre initiative. Ah mais à fond. Merci. Mossadegh Bally, ça me fait plaisir de vous accueillir sur ce plateau Inspire and Connect. Vous êtes le PDG du groupe Azalai Hotel et on va revenir bien sur les conséquences de la pandémie pour l'industrie hôtelière sur le continent. Non pas seulement uniquement sur des réservations de chambres, mais ça a touché aussi les secteurs tels que le transport, la restauration, le commerce. Comment est-ce que le groupe Azalai a géré ça ? Merci de me recevoir sur le plateau. Oui, ça a été très difficile, ça continue de l'être. Depuis mars 2020, nous vivons cette pandémie. Nous avons fermé les hôtels pendant 8-9 mois. Ils sont à nouveau ouverts, mais avec des taux d'occupation très bas, entre 5 et 25%. Donc nous avons dû serrer la ceinture, couper beaucoup de coûts, malheureusement mettre aussi des collaborateurs en chômage technique, arrêter nos projets d'extension. Donc nous avons 4 projets que nous avons dû arrêter pour l'instant et puis travailler sur, je dirais, nous réinventer. Donc c'est une période très délicate effectivement pour l'industrie du tourisme. Et comment est-ce qu'on relance aujourd'hui cette industrie ? Est-ce que vous avez déjà des pistes ? Vous avez cherché des voies différentes ? Alors, toute crise est aussi une opportunité. Donc, on a l'opportunité de nous réinventer, d'aller chercher notamment du business local. Peut-être que c'était un segment qu'on négligeait auparavant. On se concentrait surtout sur le voyageur d'affaires donc, qui prenait un avion, qui venait par un bus. Maintenant, nous allons chercher du business local. Nous faisons beaucoup de MICE, Meeting Incentive Conference. Nous transformons parfois des chambres en bureau pour des gens qui veulent des bureaux. Voilà, nous sommes très imaginatifs parce que puisqu'il n'y a pas de voyageurs, puisqu'il n'y a pas de mouvement, il faut trouver du business. Donc c'est une bonne chose, je crois que les Africains vont découvrir leur pays et le continent. Alors, les États ont essayé justement pendant toute cette crise qui se prolonge encore un peu, on attend toutes les campagnes de vaccination, les États essayent de venir en soutien. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'aujourd'hui il faut aller chercher des partenaires ailleurs ? Alors malheureusement, il y a eu beaucoup plus d'annonces que d'actes concrets dans la plupart des pays. Par exemple, lorsque nous avons mis en chômage nos collaborateurs, ils n'ont pas eu de compensation, sauf dans un pays où nous sommes présents. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons aux États, c'est de nous aider à restructurer la dette, 2, d'ouvrir les frontières, 3, de rendre, les tests beaucoup moins onéreux. La CEDEAO a fixé ça à $50, oui. 25 000 francs, c'est beaucoup trop élevé. Nous souhaiterons que ce soit gratuit parce que normalement, pour le reste de la population, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi un voyageur doit payer $50. Et puis aussi que les compagnies aériennes puissent redémarrer avec des tarifs plus attractifs. Cela permettrait d'amorcer, je dirais, la reprise. Alors tous les acteurs présents aujourd'hui pour cet événement BPI ont tous en commun d'être confrontés à cette pandémie de Covid-19. Mais on se veut optimiste et cet événement est fait pour inspirer, pour connecter. Je sais que ce matin, vous avez assisté à la scène Inspire. En quelques mots, pour finir, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, ce matin ? C'est de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais surtout de parler d'un nouveau narratif sur l'Afrique. Il y a des bonnes, des grandes et des belles choses qui sont possibles sur ce continent, qui ne se résument pas à des coups d'État, à des rébellions, à des guerres civiles. Et le groupe Azalai est la preuve vivante, puisque nous avons vu le jour il y a 26 ans au Mali. Et nous sommes partis d'un hôtel et on en a une dizaine aujourd'hui. Voilà, ce qui m'inspire, c'est ça, c'est cette jeunesse africaine qui veut entreprendre,
qui a des possibilités d'entreprendre. Maintenant, il faut un écosystème beaucoup plus incitatif. Il faut un accès au financement à des taux très compétitifs. Et vous allez voir, les jeunes Africains vont se lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Merci Mossadegh Bali, merci beaucoup. C'est moi. Bonjour Wilfried Loriano d'Orego, vous êtes le coordinateur du CPA et vous êtes en face de Edem Adjagbmabo, fondateur et PDG de Semoa Group. Merci à vous deux d'être présents sur notre plateau. Je pense que vous avez assisté ce matin à la scène Inspire. Est-ce que ça vous a inspiré des choses justement ? On voit une forte mobilisation pour l'entrepreneuriat comme une solution incontournable pour l'employabilité en Afrique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous-mêmes, en France, pour les diasporas africaines, avons fait un tour de France de l'entrepreneuriat. Nous sommes allés à Bordeaux, à Marseille, à Lyon et ensuite à Paris. Et pour aller à la rencontre justement des entrepreneurs, comprendre un tout petit peu quels étaient leurs récits, quelles étaient leurs attentes, quelles étaient aussi leurs difficultés. Et puis aussi, en les écoutant, mettre en valeur finalement des parcours de réussite, des entrepreneurs africains qui réussissent pour contribuer finalement à déconstruire les idées reçues qu'il y a de la réussite dans la diaspora. Et donc, fort de ça, de ce Tour de France, nous avons, avec nos partenaires, mis en place ce qu'on appelle le Pass Africa. Et justement, ce Pass Africa, qui est né de tous ces échanges, de ces rencontres, vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est ? Absolument. Alors, le Pass Africa, c'est une sorte de mécanisme d'accélération de l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs qui sont à cheval en 2 continents. Déjà, entreprendre sur un continent, c'est difficile. Entreprendre à cheval sur 2 continents, ça l'est encore plus. Et donc, Pass Africa, c'est un guichet unique qui permet de recevoir au guichet de BPI France, parce que c'est porté par BPI à Paris et dans les régions également, de façon prioritaire, ces entrepreneurs-là, une seule fois, ils posent une seule fois leur dossier et le dossier est étudié pour tous les outils disponibles au sein de la BPI. Et donc, c'est un accélérateur, finalement. Et donc, nous avons mis ça en place avec BPI et avec une trentaine de partenaires également. Et donc, ce que concrètement le Pass Africa apporte à ces entrepreneurs, c'est des solutions de coaching, d'accompagnement, c'est des solutions de réseautage et des solutions de financement. Justement, Edem Adjagbmabo, vous êtes un entrepreneur qui bénéficie de ce Pass Africa. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, chez Semoa, pour revenir à la base, ce qu'on est, on est une fintech avec l'ambition de devenir le leader de la digitalisation bancaire en Afrique, notamment avec un produit phare qu'on appelle WhatsApp Banking. Et notre problématique commerciale aujourd'hui, c'est d'adresser les directions générales des banques. Et donc, aujourd'hui, étant entrepreneur sur le continent, mais vivant également en France, j'ai cette difficulté-là. Vous êtes où sur le continent pour qu'on arrive à vous situer ? Aujourd'hui, on est positionné au Togo et on a déployé des solutions en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et au Maroc. Et la difficulté, c'est que on construit son réseau lors de ses études. Pour ma part, j'ai fait mes études en France. Et aujourd'hui, le CPA me permet d'avoir une visibilité. Et grâce à l'événement d'aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs personnes avec lesquelles on va certainement collaborer et ouvrir une filiale prochainement au Sénégal. Et on a besoin de cette exposition-là, mais également de ces mises en relation des grands frères qui ont monté leur réseau et qui nous le font partager. Et de l'autre côté, on renforce les capacités également de nos startups à travers des accompagnements que le Pass Africa nous propose, à travers
des formations avec les SEC, Business School, des accompagnements juridiques avec le cabinet de Bouzy. Et donc, c'est des outils que le CPA a su mobiliser et mettre à disposition de ces entrepreneurs du Pass Africa pour réussir sur ces difficultés cross-méditerranéennes. Ces difficultés, donc, elles peuvent venir de la diaspora qui vient vers l'Afrique, mais la diaspora qui est déjà installée, est-ce qu'elle peut aussi aller dans l'autre sens ? Être ici, être créatrice ? Alors, nous avons commencé par la diaspora là-bas qui veut entreprendre ici. Et nous avons, en plus de ce mécanisme-là, nous avons signé d'ailleurs la semaine dernière un partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle en Côte d'Ivoire, qui a eu exactement l'idée de faire la même chose, mais venant d'ici. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire la jonction entre ces deux programmes. Et donc, ça veut dire qu'il y a une vraie symbiose entre les deux programmes pour le bénéfice des entrepreneurs. Alors, on souhaite beaucoup de succès justement à tous ces programmes et au Pass Africa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et à on vous. vous souhaite une bonne suite des programmes sur cet événement Inspire and Connect. Merci beaucoup. Merci à vous.